à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture où, comme à mon habitude le plus souvent, je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures. On va commencer tout de suite par la stratégie des As, écrit par Damien Snyers ou quelque chose comme ça, je suis désolée si je massacre son nom, je crois qu'il est belge, et paru aux éditions ActuSF. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que depuis la stratégie des As est aussi sortie au format poche pour ceux que ça intéresse. Il faut le noter, les éditions ActuSF vont souvent mouche avec moi, avec la capacité qu'ils ont à sortir des textes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et lorsque j'ai rencontré l'auteur de la stratégie des As à un salon du livre, je n'ai pu que craquer sur la superbe couverture, le superbe synopsis et la gentillesse de l'auteur avec qui j'ai parlé, et c'était un vrai moment de plaisir et ça m'a vraiment donné envie de découvrir ses écrits. Comment vous définir la stratégie des As? Finalement, c'est un roman de fantasy, un roman de light fantasy, puisque le but du jeu principal, c'est de vous faire passer un bon moment et de vous faire rire, qui, malgré tout, arrive à intégrer une pointe de steampunk. Attention cependant, le côté steampunk n'est qu'une toile de fond à l'ensemble du texte et n'est donc pas spécifiquement développé. En revanche, le côté light fantasy est dosé à merveille. Ce que j'entends par là, c'est que ce roman est vraiment drôle, mais drôle d'un humour fin, non pesant, car malgré le fait que notre narrateur et héros soit un voleur, l'auteur ne cède pas à la facilité de l'expression grasse et de l'humour graveleux, loin s'en faut. Donc, pour vous parler un petit peu de l'intrigue, nous allons rencontrer un trio d'amis voleurs et arnaqueurs de métier. Tout d'abord, il y a Elise, demi-elfe ou demi-humaine en fonction du côté où vous vous placez, qui l'air de rien est quand même un personnage qui permettra à l'auteur d'aborder bon nombre de sujets d'actualité, comme le rejet, le fait de ne pas réussir à trouver sa place et aussi la maladie. Nous avons aussi James qui est notre narrateur et coupable de cet humour omniprésent. Et enfin, nous avons le dernier compère, mais non le moins intéressant, Zorg, un troll qui doit vivre dans un monde où leur existence ne vaut rien et où leur meurtre n'est même pas un crime. Et puis, en cours de route, une humaine viendra se greffer au trio, mais ça, je vous laisse le découvrir. Bref, ici, nous avons l'arroseur arrosé, puisque nos 3 arnaqueurs vont eux-mêmes se faire arnaquer. Ayant surpris leur petit manège, un homme va venir et promettre de ne pas les dénoncer s'ils acceptent une mission, voler un bijou nommé le rein d'Isis. À la clé, une forte récompense et au poignet, un joli bracelet susceptible de les faire exploser à la moindre incartade. Ou tout simplement en cas d'échec. Comme vous le voyez, la confiance règne entre employeurs et employés. Voici donc nos amis enrôlés dans une histoire qui certes présente une trame banale, des voleurs essayant de voler un bijou, mais que j'ai trouvé vraiment bien travaillé et avec son lot de surprises. J'ai adoré le rythme de cette histoire où visiblement le mot ennui a été banni. Ce roman se lit vite, se lit bien avec une addictivité certaine, en tout cas pour ma part c'est mon ressenti. Alors certes il faut avoir conscience que pour de la fantasy, l'univers n'est pas le plus développé des univers. Mais au final en fait je crois que ce n'était pas forcément le but recherché. Ici nous sommes dans de la light fantasy et on sent vraiment que l'humour et l'intrigue, l'enquête vont prendre le pas sur l'univers de fantasy. Ici, nous sommes définitivement dans un roman de fantasy qui se veut abordable par tous, même les non-connaisseurs du genre, même les non-amateurs du genre, et qui a pour ambition principale de divertir et de faire rire, et ça, je trouve qu'il l'a fait à merveille. Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'aurais apprécié un univers plus développé parce que j'ai adoré tout simplement l'idée de l'auteur et il m'en aurait donné plus, j'aurais été ravie, mais malgré tout, je ne lui en veux absolument pas de la direction qu'il a choisi de prendre et personnellement j'ai passé un excellent moment. Et puis j'ai vraiment aimé les personnages ici, ce sont des anti-héros comme je les aime, des anti-héros qui en fait n'ont pas dessous de méchanceté, qui ont une personnalité qui existe vraiment et ça fait du bien. Bref, voici de la light fantasy qui m'a fait rire tout le temps avec un humour qui est très bien dosé et qui n'est absolument pas gras, une action qui est omniprésente. Certes, la trame est assez classique mais moi j'ai
j'ai adoré ce qui a été construit sur ces fondations. Je voudrais ensuite vous parler d'un roman, je pense que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit du 3e tome des Sœurs Carmine de Laurine à l'école, écrit par Ariel Holz et paru aux éditions Nemos, je crois, en tout cas dans le label Naos. Ce fut un retour appréciable et très apprécié dans l'univers complètement déjanté et décalé de son auteur. Retour que j'ai fait en compagnie de la plus jeune des 3 sœurs, Dolorine, qui va quitter la famille et qui va quitter Grisaille afin de partir en pension avec d'autres personnes. Certes, Dolorine n'est pas ma préférée et elle n'a pas détrôné l'amour que je porte à Tristabel, cette psychopathe en puissance si chère à mon cœur, mais malgré tout, j'ai fortement apprécié ce 3e tome. Ce fut un véritable bonheur de suivre les aventures de la jeune fille, si innocente et si naïve dans ce monde sombre et sans pitié. Le décalage entre Dolorine et l'univers dans lequel elle évolue, les camarades de classe qui sont autour d'elle, sa poupée, Monsieur Nix, qui est complètement machiavélique, taré, psychopathe au possible, suffit en soi à donner un cachet certain au récit, mais lorsque vous ajoutez à cela l'humour décapant de l'auteur et son univers, eh bien ça donne vraiment une histoire hors du commun. Dolorine, la voilà donc toute seule sans ses sœurs finalement pour la première fois ou quelque chose comme ça, et elle va encore avoir la tâche un petit peu plus compliquée puisque son meilleur ami Monsieur Nix est malade, donc du coup elle va pas beaucoup le voir et ses amis habituels sont absents puisque étrangement à la pension il n'y a pas de fantôme. Voilà donc notre Dolorine qui va être obligée de faire la connaissance des vivants et être obligée de devenir amie avec les vivants, ce qui va quand même vachement lui changer ses habitudes. Ceci étant dit, Dolorine va quand même chercher à comprendre pourquoi il n'y a plus de fantômes dans la pension et où est-ce qu'ils peuvent bien être passés. Alors ici, dans l'ensemble, nous suivons des personnages qui, évidemment, sont plus jeunes que dans les 2 premiers tomes, puisque Dolorine est la plus jeune, mais il faut avouer que la jeunesse de Grisaille n'a strictement rien à envier à ses aînés pour ce qui est de la méchanceté, de la roublerie, de la mesquinerie, voire même de la tentative de meurtre. Dire que Dolorine a failli y laisser la vie à cause du comportement quelque peu déplacé de ses camarades n'est pas forcément qu'une image. Question atmosphère, Ariel Holz nous offre encore une fois une part de son génie grâce à sa plume piquante, à ses jeux de mots originaux et superbement bien pensés, et un nouveau décor qui est pour le moins original. Alors certes ici on sort de Grisaille, la ville a tendance à manquer, le cimetière n'est plus là, etc. La plupart du temps, eh bien on se retrouve à l'école de Dolorine. Alors oui ça change, mais d'un autre côté j'ai trouvé ça assez intéressant de réussir à renouveler comme ça aussi bien l'action que ses personnages, puisqu'on travaille avec des personnages plus jeunes que le lieu. Bref, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps puisque la conclusion est tout simplement celle-ci. Cette série est complètement géniale. Alors ce 3e tome n'a pas détrôné le 2e qui reste mon préféré parce que Tristabel et moi, je pense que ce sera pour toujours une grande histoire d'amour, mais malgré tout, je n'ai pas été déçue. Je sais, on voit un petit peu moins Monsieur Nix, on voit moins Tristabel, même si on a des nouvelles, et on voit moins Meribel, même si là aussi on a des nouvelles. J'ai apprécié le fait que l'auteur ne nous laisse pas en plan par rapport aux 2 grandes sœurs, mais nous donne plutôt des nouvelles qui sont positives en plus, et ça fait plaisir. On pourrait dire ici que c'est la fin de la trilogie des Sœurs Carmine, mais d'après ce que j'ai compris, il va encore y avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent, puisqu'il semblerait qu'Ariel Holz ne soit pas encore prêt à lâcher Grisaille. Et ça tombe bien, parce que moi non plus. Enfin, je voudrais terminer cette update lecture avec le 1er tome des défis de Morrigan Crow, Nevermore, écrit par Jessica Townsend et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Roman jeunesse qui a été une véritable petite pépite à lire, et je ne vais pas faire de suspense plus longtemps. Encore une fois, j'ai plus qu'adoré ma lecture. Vous avez vu, les derniers updates lecture, à part la Maison des Secrets, sont quand même hyper positifs. Je ne me mets que du bon sous la dent et sincèrement, pourvu que ça dure. Alors il faut pas se le cacher, au salon de Montreuil, le stand de Pocket Jeunesse était décoré aux couleurs de Nevermore et ça m'a peut-être légèrement, largement fait craquer pour cette série, pour ce 1er tome, mais je ne le regrette pas, comme je viens de vous le dire, c'était excellent. C'est un roman jeunesse, certes, mais un roman jeunesse, comme je l'ai
les aime. Le problème avec moi, des fois sur les romans jeunesse, alors je l'ai moins en young adulte, mais en jeunesse je les ai, c'est que ça coince un petit peu parce que certains auteurs prennent des facilités scénaristiques sous couvert d'un jeune public. Ici, point de facilité puisque l'univers est tout simplement brillant. Nous voici donc dans un monde de fantasy où nous allons rencontrer Morrigan Crow, fille du chancelier, qui a la malchance d'être maudite. Née le jour du merveillon, elle apporte que le malheur autour d'elle. Et du coup, eh bien, elle doit passer ses journées à s'excuser du moindre petit incident qui peut arriver, même si, à la base, elle y peut rien. De la mamie qui se casse une jambe en faisant du patin à glace, aux différents caprices de la météo, tout le monde estime que Morrigan Crow en est la responsable. Elle doit vivre tout cela sous l'œil accusateur d'un père beaucoup plus intéressé par la politique que par sa fille, et sous l'œil noir cette fois-ci d'une belle-mère qui s'estime obligée de composer avec le fardeau Morrigan. Ah, et autre petit point de détail, Morrigan est destinée à mourir le jour du nouveau merveillon qui, à la base, devait tomber le jour de ses 12 ans, mais comme Morrigan a vraiment la poisse jusqu'au bout, le merveillon a décidé qu'il s'avancerait d'un an et la nouvelle ère va arriver donc pour le 11e anniversaire de Morrigan qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de mourir. Mais par tout un tas d'aventures et de circonstances que je préfère vous laisser découvrir parce que, comme je vous l'ai dit, l'univers est hyper riche, il se passe énormément de choses. Morrigan va être sauvé par un étrange homme du nom de Jupiter, excentrique personnage qui va l'emmener avec lui dans le royaume magique de Nevermore. Et lorsqu'on arrive dans ce royaume, eh bien croyez-moi, l'auteur débride encore un petit peu plus son imagination pour nous offrir un univers qui moi personnellement m'a fait direct retomber en enfance. C'était vraiment une joie et c'était d'une telle insouciance de se plonger dans ce livre bourré d'aventures originales, un peu loufoques, et le tout sur un rythme qui ne s'éteint presque jamais. Oui, parce que Morrigan arrive dans le royaume magique de Nevermore, mais son sauvetage entre guillemets n'est que temporaire, car si elle veut pouvoir rester dans ce royaume, elle va devoir réussir à passer 4 épreuves au cours de l'année, 4 épreuves qui comptent des centaines de participants pour seulement quelques élus à la fin. Appuyée par son étrange mécène, Morrigan va quand même avoir beaucoup à faire pour gagner sa place au sein de ce nouveau royaume. Et ok, je sais, j'insiste, mais cet univers quoi. Imaginez un hôtel qui va changer sa taille et sa déco en fonction de ses résidents. Imaginez que lorsque vous vouliez prendre une sorte de tram, eh bien finalement vous vous accrochiez avec votre parapluie et vous vous laissiez emmener comme ça. Imaginez aussi un univers où à Noël, le Père Noël et la Reine des Neiges vont s'affronter dans une sorte de compétition pour offrir le plus merveilleux spectacle aux habitants de Nevermore. Imaginez que tout l'univers est construit sur le même schéma, sur la même richesse, sur la même imagination débridée, originale. En tout cas, avec moi, ça a fonctionné à 3000%. Morrigan, quant à elle, c'est un personnage que j'ai adoré. Malgré sa vie qui est complètement chaotique, qui a été exempte d'amour, elle a le désir de continuer à vivre, elle a le désir de continuer à découvrir, et surtout, elle a une gentillesse incroyable, parce que moi, je pense que si j'avais vécu ne serait-ce que le quart de la moitié de ce qu'elle a vécu, je serais devenue la pire des connes possible. Mais Morrigan reste super optimiste et d'une bienveillance sans faille envers les gens. Dans tous les cas, elle va aller puiser au plus profond de ses ressources pour s'adapter à son nouvel environnement, à toutes les originalités de ce nouvel environnement, mais aussi à tous ses dangers. Car ne nous le cachons pas, beaucoup d'étudiants vont être prêts à tout pour remporter les 4 épreuves, et on va dire que ces personnes ne vont pas vraiment nous étonner par leur fair play. Ce roman, il est fait de manière assez particulière, puisque nous allons suivre Morrigan tout au long de l'année, auquel il y a 4 épreuves entrecoupées, je dirais, de plusieurs mois d'entraînement, entre guillemets, en tout cas de mois où elle va rester à Nevermore dans l'hôtel de Jupiter. Du coup, on a des parties qui visent à faire avancer le roman avec les épreuves, etc. et d'autres parties qui visent plutôt à nous faire découvrir l'univers. Je sais que ces parties, certains lecteurs les ont trouvées un peu longues, ont trouvé que ça amenait de la longueur. Moi, personnellement, j'étais tellement dans la découverte de l'univers, tellement, je dirais, dans le côté gamin de découvrir tout ça que ça ne me...
que ça ne m'a personnellement absolument pas gêné. Après, je peux comprendre que la façon dont est découpé le roman puisse gêner certaines personnes. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement, moi, personnellement, ça l'a fait, mais je vous l'ai déjà dit, à 3000%. De toutes les manières, quel que soit le moment de l'année, Morrigan va être super inquiète à cause de la 4e et dernière épreuve, où Morrigan devra être en mesure de prouver un talent bien particulier, sauf que de talent, Morrigan, elle n'en a pas, en tout cas, elle ne connaît pas le sien, et lorsqu'elle interroge Jupiter, celui-ci reste très évasif et finalement ne lui répond absolument pas. Petit détail qui évidemment permet à l'autrice de jouer complètement avec nos nerfs, puisque nous aussi on a quand même vachement envie de savoir ce qu'a Morrigan de si particulier. Parce que voilà, au final, c'est la question du roman, mais qui est donc Morrigan? On commence quand même à avoir certains indices à la fin du roman, mais juste assez pour nous donner envie d'aller dévorer le 2e tome. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec ce nouvel update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu et à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.